Une image a fait vaciller 10 années de certitude au Sahel. Des centaines de djihadistes déposent soudainement les armes, sans une goutte de sang versé. Comment, dans une région rongée par la guerre, l'impensable a-t-il pu se produire en plein jour? Au nord du Mali, exactement 235 combattants du JNIM, l'un des groupes les plus redoutés de la zone, se sont rendus ensemble, sans combat ni siège. Pas de négociateurs occidentaux, ni de blindés de l'ONU. Ils sont sortis de l'ombre, mains nues, devant leurs anciens ennemis. Un geste qui défie tout ce que l'on croyait savoir sur la violence au Sahel. C'est un basculement sans précédent. Dans cette région où la brutalité semblait inévitable, pour la première fois, un groupe armé majeur abdique sans y être contraint par la force. Aucun casque bleu, aucun soldat étranger. Seuls les acteurs sahéliens, livrés à eux-mêmes face à l'histoire. Pourquoi ce retournement soudain? L'armée malienne, longtemps décriée comme impuissante, vient de provoquer la plus grande reddition djihadiste jamais vue ici. Pourtant, le départ des forces occidentales et de l'ONU annonçait le chaos. Mais c'est justement dans ce vide que l'inattendu s'est produit. Alors, est-ce un simple mirage, l'accalmie avant une tempête, ou le tout premier signe d'un avenir différent pour le Sahel? Pour des millions d'hommes et de femmes, la réponse pourrait séparer la peur de l'espoir, la fatalité de la stabilité retrouvée. Si ce basculement n'était qu'une illusion, la région pourrait sombrer à nouveau dans le chaos. Mais si la reddition de ces 235 hommes marque un vrai tournant, c'est une chance historique de briser enfin le cercle infernal de la violence. Mais derrière ce geste spectaculaire, tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Que s'est-il passé dans l'ombre pour que ces combattants choisissent soudain la reddition? Depuis plus d'une décennie, le Sahel est prisonnier d'une crise qui semble sans fin. Pourtant, aujourd'hui, une vague de reddition secoue la région. Pourquoi ce basculement soudain et que révèle-t-il des mutations profondes en cours? Pour le comprendre, il faut revenir sur 10 années de chaos. Rébellion, intervention étrangère pilotée par la France et les Nations Unies, puis retrait précipité, les États sahéliens se sont retrouvés seuls face à un vide sécuritaire vertigineux. Dans cette brèche s'est engouffré le JNIM, une coalition djihadiste redoutable. Loin d'être monolithique, ce groupe mêle idéologie radicale, ambition économique et rivalité tribale. Ces combattants aguerris exploitent les failles du pouvoir, imposent taxes et rançons et règnent sur les routes du nord du Mali. Pour mesurer l'impact de cette reddition, il faut se rappeler qu'il y a seulement quelques années, des localités entières vivaient sous le contrôle des groupes armés. Les écoles s'en étaient fermées, les marchés désertés, les routes minées. Par exemple, à Tessalit ou à Kidal, les habitants vivaient dans la peur permanente des enlèvements et des représailles, un climat qui n'avait rien à envier aux pires épisodes de la guerre en Afghanistan ou en Somalie. Le Mali, secoué par 2 coups d'État successifs, a rompu avec son allié historique français. Désormais, il s'appuie sur le soutien militaire de la Russie dans une quête revendiquée de souveraineté. Ce réalignement a bouleversé l'équilibre régional et créé un nouvel espace politique. C'est dans ce contexte qu'est née l'Alliance des États du Sahel, ou AES, réunissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Unis par l'urgence de restaurer la sécurité, ces 3 États entendent reprendre la main sur leur destin. Il est intéressant de rappeler que, dans les années 90, l'Afrique australe avait connu des processus similaires de regroupement sécuritaire avec la SADC pour endiguer les conflits internes. Aujourd'hui, l'AES se veut l'incarnation d'une souveraineté retrouvée, sans influence directe des anciennes puissances coloniales. Jusqu'à récemment, le JNIM imposait sa loi, contrôle des axes, taxation des villages, harcèlement constant des convois. L'État, absent ou impuissant, voyait son autorité minée et la population piégée dans un cycle de violence sans issue. Chaque victoire, chaque revers militaire redessine alors le sort de millions d'habitants. Ici, l'enjeu n'est pas seulement territorial. Il s'agit de survie, de souveraineté et de la possibilité même d'un avenir stable pour tout le Sahel. Dès lors, pourquoi cette faction choisit-elle soudain la reddition? Qu'est-ce qui a changé pour que plus de 200 djihadistes déposent les armes du jour au lendemain? Pour répondre à cette question, il faut plonger au cœur des événements récents et analyser ce qui, sur le terrain, a bouleversé l'équilibre des forces. Ce retournement est-il le signe d'une victoire durable ou la promesse de nouveaux défis? Derrière la reddition spectaculaire, une opération d'intelligence inédite s'est le jouer. Comment la nouvelle alliance sahélienne a-t-elle inversé la dynamique au nord du Mali? Ce n'est ni un coup de chance, ni le fruit d'un affrontement sanglant. Cette reddition massive a été finement orchestrée, loin des regards, par une stratégie d'encerclement invisible et une pression psychologique de tous les instants. Pendant plus de 3 semaines,
des équipes de renseignement humain ont sillonné la région. Leur mission, infiltrer les réseaux djihadistes, repérer les faiblesses, désorganiser la chaîne de commandement. Les communications furent coupées, les routes d'approvisionnement surveillées, les alliances internes systématiquement sapées. Peu à peu, les combattants du JNIM se sont retrouvés piégés. Rester cachés signifiait la mort lente, résister exposé à une offensive foudroyante. Ce type d'opération rappelle les campagnes d'encerclement et d'asphyxie menées durant la guerre d'Algérie, où l'armée française tentait de couper le FLN de ses soutiens logistiques et de ses bases arrières. Mais ici, la stratégie est adaptée au contexte sahélien. Absence de moyens lourds, reliance sur le renseignement local et surtout, volonté d'éviter des pertes civiles massives. Au cœur du dispositif, l'Alliance des États du Sahel, épaulée par l'Africa Corps russe, a imposé une rupture totale avec la doctrine d'attente des puissances occidentales. Ici, place à l'offensive rapide, aux frappes chirurgicales, à la guerre psychologique conçue pour démoraliser sans provoquer de carnage. Cette méthode, inspirée des récents conflits mondiaux, a permis d'éviter un bain de sang inutile. En Syrie, par exemple, l'utilisation combinée de frappes ciblées et de négociations secrètes avait permis la reddition de milliers de combattants à Alep en 2016. Le Sahel, bien que très différent, s'inspire de ces succès pour tenter une voie locale de sortie de crise. Pas de massacres, pas de représailles aveugles, seulement des images frappantes de centaines de djihadistes déposant les armes, sous l'œil des caméras. Cette scène, partagée en boucle sur les réseaux sociaux, devient un outil de propagande redoutable, destiné autant aux populations locales qu'à la communauté internationale. Elle incarne la renaissance d'une souveraineté africaine, capable d'imposer l'ordre sans l'ombre d'une puissance occidentale. Ce modèle tranche radicalement avec plus de 10 années d'intervention étrangère qui n'ont engendré que la prolifération des groupes armés et un climat d'insécurité permanent. L'Alliance veut prouver qu'une autre voie existe. Pourtant, ce succès spectaculaire soulève des interrogations. Car si cette approche fait des émules dans la région, un revers offrirait aux groupes armés une revanche narrative et stratégique. Les populations oscillent entre espoir et méfiance. Une victoire d'image peut-elle vraiment ancrer la paix ? Le sort de ces ex-combattants, leur réintégration ou le risque d'un retour à la violence demeure une énigme. La suite va révéler si cette démonstration de force peut se transformer en paix durable. Les regards sont désormais tournés vers la gestion politique et sociale de ce tournant historique. Un modèle de paix est-il vraiment né, ou n'a-t-on assisté qu'à une illusion passagère ? L'après-reddition s'ouvre sur une mer d'incertitudes, non seulement pour le Mali, mais pour l'ensemble du Sahel. Le défi immédiat, c'est la gestion de plusieurs centaines d'ex-combattants désormais désarmés. Les accueillir ne suffit pas. Il faut garantir un désarmement total, assurer leur démobilisation, puis bâtir des programmes d'insertion crédibles. Sans perspective réelle, ces anciens insurgés pourraient être replongés dans la violence, soit en rejoignant d'autres groupes armés, soit en s'enfonçant dans l'économie criminelle locale. Dans le passé, de nombreux pays africains ont échoué à réintégrer efficacement d'anciens combattants. En Sierra Leone, après la guerre civile, des milliers de jeunes, formés à la violence, n'avaient pas trouvé de place dans l'économie légale et avaient été basculés dans le banditisme. La leçon est claire, sans accompagnement solide, la paix reste une illusion. C'est là que le danger rôde, un échec de la réintégration transformerait ce fragile espoir de paix en foyer d'instabilité. Des hommes formés à la guerre, désabusés ou marginalisés, risquent de redevenir des vecteurs d'insécurité, non seulement pour le Mali, mais pour toute la région. Le spectre d'un nouveau cycle de violence plane, alimenté par les mêmes dynamiques qui tourmentent le Sahel depuis tant d'années. À l'inverse, une réussite pourrait enclencher un effet domino. D'autres factions, observant les possibilités d'insertion, pourraient déposer les armes à leur tour. Mais cet optimisme est fragile. Si l'État échoue à honorer ses engagements ou à protéger les ex-combattants, la radicalisation pourrait s'enraciner à nouveau et les groupes djihadistes, humiliés, pourraient en revenir à la charge plus déterminés que jamais. Désormais, la stabilité du Mali repose sur la capacité des autorités à reprendre, sécuriser et administrer les territoires libérés. Sans une présence étatique forte et des services publics accessibles, le vide risque d'être aussitôt comblé par d'autres groupes armés, ou de sombrer dans l'anarchie. La paix ne pourra s'enraciner que si l'État garantit sécurité, justice et opportunités économiques concrètes. À titre d'exemple, au Mozambique, l'État a peiné à rétablir l'autorité dans les zones reprises aux insurgés islamistes à Cabo Delgado. Les populations, faute de services et de sécurité, ont rapidement vu renaître de nouveaux foyers de tension.
Le Mali et ses voisins doivent apprendre de ses erreurs. La stratégie de l'Alliance des États du Sahel, scrutée à Ouagadougou, Niamey et au-delà, est à l'épreuve du réel. Un succès inspirerait les voisins à suivre cette ligne dure, accélérant peut-être la fin de la tutelle étrangère. Mais la moindre défaillance offrirait aux sceptiques la preuve que ce modèle n'est qu'un mirage, aggravant la méfiance envers les autorités militaires. Ce qui se joue ici, c'est l'avenir de la paix au Sahel, la crédibilité retrouvée, ou définitivement perdue, des États africains, et la vie quotidienne de millions de personnes épuisées par des années de guerre. La moindre erreur pourrait rouvrir la boîte de Pandore du chaos, avec des répercussions incalculables pour toute la région. Mais sous cette tension, une question obsède tous les acteurs. Comment éviter que cette reddition ne soit qu'un épisode isolé ? Les regards se tournent désormais vers les autorités de Bamako face à une responsabilité historique. Derrière l'image de la reddition, le vrai défi commence. Comment bâtir une paix solide au-delà des photos et des discours triomphants ? Faire déposer les armes à plus de 200 ex-combattants marque une victoire, certes, mais ce n'est qu'un premier pas sur un terrain miné d'incertitudes. La réussite durable exige d'abord la réintégration de ces hommes dans la société. Les dispositifs de désarmement et de réinsertion doivent être repensés, financés et contrôlés, faute de quoi les anciens combattants risquent de replonger dans la criminalité ou d'être happés par de nouveaux groupes armés. C'est dans l'ombre, loin des projecteurs, que se joue la stabilité du nord du Mali. Prenons l'exemple du Rwanda après le génocide. Le gouvernement avait mis en place une politique de réconciliation nationale, avec tribunaux Gakaka et programmes de réinsertion. Cela n'a pas été sans difficulté, mais l'implication de la société civile a été déterminante pour apaiser les tensions et créer un début de confiance. Le Mali peut s'inspirer de ces modèles, à condition d'adapter les solutions aux réalités locales et culturelles. Mais absorber ces combattants ne suffira pas. Sans réforme politique profonde et sans économie locale capable d'offrir de vraies perspectives, la victoire militaire restera fragile. Le passé du Sahel regorge d'exemples où la victoire n'a pas empêché la violence de renaître dès que la tension s'est dissipée. Par exemple, au Nigeria, l'armée avait repris plusieurs localités des mains de Boko Haram, mais en l'absence de services publics et d'emploi, les populations locales ont rapidement perdu confiance et les groupes armés ont trouvé de nouveaux recrues parmi les jeunes désœuvrés. C'est un avertissement précieux pour le Mali. L'implication des populations locales devient alors cruciale. Ce sont elles qui vivent la peur et l'incertitude au quotidien et qui peuvent décider d'accorder ou non leur confiance aux nouvelles autorités. Sans leur adhésion, aucune stratégie sécuritaire ne peut tenir. Il faut écouter les communautés, les associer à la reconstruction des institutions et leur garantir une sécurité tangible. Aujourd'hui, le modèle proposé par l'Alliance des États du Sahel, fondé sur une souveraineté affichée et la rupture avec l'appui occidental, suscite autant d'espoir que de doutes. Sa viabilité sera testée par l'épreuve du temps, les représailles des groupes dissidents et la complexité des enjeux transfrontaliers. Un dernier levier sera déterminant, la perception publique. Sur les réseaux sociaux, dans les marchés ou les villages isolés, la population jauge la sincérité des promesses et la réalité du changement. Si la confiance ne s'installe pas, la victoire pourrait bien n'être qu'un mirage de plus. Au Sahel, sans suivi rigoureux ni réforme profonde, la paix ne dure jamais longtemps. Mais si l'Alliance transforme ce moment en dynamique durable, la région pourrait enfin entrevoir la fin du cycle infernal de la violence. Comment faire en sorte que ce processus de paix s'ancre dans la réalité ? Plusieurs étapes concrètes doivent être franchies. Premièrement, l'État doit créer des centres de désarmement et de réinsertion, où les ex-combattants reçoivent non seulement un appui psychologique, mais également une formation professionnelle adaptée aux besoins locaux. L'exemple du Libéria, où des ateliers d'artisanat et des écoles agricoles avaient permis à d'anciens miliciens de se reconvertir, démontre que l'emploi est l'un des meilleurs remparts contre la récidive. Deuxièmement, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle. Les victimes doivent pouvoir s'exprimer et les ex-combattants doivent être encouragés à demander pardon, à s'engager publiquement pour la paix. Cette démarche, observée avec succès en Afrique du Sud après l'apartheid, peut contribuer à désamorcer les rancœurs et à retisser le tissu social. Troisièmement, la reconstruction des infrastructures publiques, écoles, dispensaires, routes, doit être une priorité. L'État doit montrer sa présence et son utilité afin de rompre la spirale de la défiance. À Gao, par exemple, la réouverture d'un collège a permis à des centaines d'enfants de reprendre le chemin de l'école, jetant les bases d'un retour à la vie normale. Quatrièmement, il faut impliquer la diaspora et les acteurs économiques locaux.
Les femmes, souvent premières victimes des conflits, sont aussi les piliers de la reconstruction. Les initiatives de microcrédit, l'appui à l'agriculture et aux petits commerçants peuvent générer rapidement des revenus et renforcer la résilience sociale. Enfin, la coopération régionale doit être consolidée. Les frontières poreuses du Sahel ont toujours facilité la circulation des armes, des combattants et des trafics. Un dialogue permanent entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger, mais aussi les États voisins comme l'Algérie ou la Mauritanie, est indispensable pour éviter que les groupes armés ne se reconstituent ailleurs. Mais derrière cette promesse de paix, une question brûle. Que deviennent réellement les ex-combattants après la reddition, plongés dans les premiers jours d'un fragile après-guerre? Le Sahel est suspendu entre deux mondes, celui d'une victoire inédite ou celui d'une simple accalmie dans l'orage. Jamais la région n'avait vu plus de 200 membres du JNIM déposer les armes de leur plein gré, sans affrontement ni siège, mais par décision. Ce geste spectaculaire et inattendu a galvanisé les esprits. Beaucoup veulent y lire la preuve qu'une riposte africaine, sans appui étranger, peut fissurer le cycle de la terreur. Mais derrière cette euphorie, les doutes persistent. Est-ce l'amorce d'une ère nouvelle, ou juste une pause fragile dans une guerre qui consume le Sahel depuis tant d'années? Les gouvernements y voient une chance de rétablir leur légitimité. Pourtant, l'histoire a souvent transformé les victoires éclatantes en faux départ. S'agit-il d'un tournant durable ou d'un simple sursis avant que la violence ne reprenne? Pour les habitants, l'enjeu ne pourrait être plus concret. Vivre sans peur, envoyer les enfants à l'école, commercer sans risquer la mort. Cette reddition massive fait naître l'espoir d'un apaisement. Mais absorber plus de 200 ex-combattants n'est pas une simple question de logistique. C'est un défi politique, social, moral, d'une ampleur inédite. Si les États échouent à réinsérer ces hommes, le danger est réel de voir renaître l'insécurité, sous de nouveaux masques. La spirale de la violence, jamais loin, pourrait se réenclencher, recyclant les anciens adversaires en nouvelles menaces. Les regards se tournent vers le Burkina Faso, le Niger et les voisins, à la fois fascinés et inquiets. Peut-on parler d'un basculement vers une souveraineté sécuritaire, véritablement africaine? Ou bien ce moment restera-t-il une exception fugace, vite effacée par la tempête? Le temps seul tranchera. Le Sahel a vu trop de promesses envolées pour s'enflammer sans prudence. Désormais, la société civile, les familles, chaque citoyen ont le droit d'interroger, de surveiller, de s'impliquer. Pour que cette transformation ne soit pas un mirage, il faudra maintenir la vigilance, exiger des comptes et participer à la reconstruction. Car la victoire, si elle doit advenir, dépendra de la ténacité collective et non d'un seul épisode isolé. Dans cette région, la paix n'est jamais acquise, mais chaque geste de reddition, chaque engagement respecté, chaque école rouverte, chaque marché sécurisé rapproche un peu plus le Sahel de la possibilité d'un futur apaisé. La route reste longue, semée d'embûches, mais l'histoire retiendra peut-être ce jour où, pour la première fois, le cycle de la peur a vacillé sous le poids de l'espoir.